Madame la Présidente, chère Salomé, Monsieur le Ministre, cher Peter, Monsieur le Président, cher Geoffroy Roux de Bézieux, je suis très heureux d'être ici à Longchamp, dans ce nouveau cadre des universités du MEDEF, pour réfléchir au nouveau capitalisme que vous appelez de vos vœux et que j'appelle également des miens. Il y a 2 ans, pour mon premier discours devant vous, comme ministre de l'économie et des finances, je vous avais promis, au nom du président de la République et du Premier ministre, des actes et des résultats. Les actes, ils ont été là, et les résultats, je voudrais juste les rappeler pour mettre en avant ce succès économique français que nous devons tous ensemble prolonger et intensifier dans les années qui viennent. Les résultats, c'est que le chômage est au plus bas aujourd'hui, en 2019, en France, depuis 10 ans. Les résultats, c'est que vous, les entrepreneurs, vous avez créé 500 000 emplois depuis 2017. Les résultats, c'est que pour la première fois depuis 15 ans, la France crée des emplois industriels, 30 000 emplois industriels en 2 ans. Les résultats, c'est que l'investissement des entreprises, là encore, grâce à vous, cher Geoffroy Roux de Bézieux, est dynamique et que la France est désormais le pays le plus attractif de la zone euro. En 2 ans, nous avons montré une chose simple. La France peut rimer avec succès économique. Et notre objectif désormais doit être de devenir la première puissance économique en Europe, car nous le pouvons et que c'est à notre portée. Ces résultats, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils tiennent d'abord aux transformations profondes qu'avec le Président de la République, avec le Premier ministre, nous avons engagées sur le modèle économique français. Nous avons réformé le marché du travail. Nous avons baissé les charges. Nous avons engagé la réforme de la formation professionnelle avec Muriel Pénicaud et celle de l'assurance chômage. Nous avons fait, je le rappelle, parce que parfois on oublie ces choix courageux du début du quinquennat, nous avons fait un choix fiscal stratégique en 2017 en allégeant la fiscalité sur le capital, alors que depuis des années, on nous expliquait qu'il fallait toujours plus taxer le capital au détriment de la production industrielle. Nous avons allégé la fiscalité sur le capital, mis en place le prélèvement forfaitaire unique et engagé la baisse de l'impôt sur les sociétés. Nous avons simplifié les procédures. Nous avons réduit les charges administratives. Nous avons rendu notre pays plus attractif, y compris pour la place financière de Paris, qui est en train de devenir la place financière la plus attractive en Europe à la suite du Brexit. Elle accueille désormais l'Agence bancaire européenne. Ces résultats, je veux vous le dire, ils sont aussi le fruit de votre audace, le fruit de votre esprit d'entreprise, qui est une partie de génie français et auquel je suis attaché. Le courage avec lequel vous et vos salariés avez su prendre à bras-le-corps les changements technologiques nécessaires, les opportunités liées aux révolutions technologiques en cours font le succès de notre économie et je suis venu ici pour vous en remercier. Pour autant, nous devons rester lucides sur le chemin qui nous reste à parcourir. Je voudrais vous donner un seul chiffre. 8,5%, c'est le taux de chômage. C'est le meilleur chiffre en France depuis 10 ans. Mais c'est aussi le plus mauvais chiffre des 3 plus grandes économies européennes. Et je vais vous dire ma conviction profonde. Nous ne pouvons pas vouloir être la première puissance économique en Europe et nous satisfaire de ce niveau de chômage élevé, de ce drame du chômage qui inquiète nos compatriotes, qui casse des vies et qui mine nos territoires. Nous devons viser le plein emploi en 2025 et nous devons viser les 7% de taux de chômage d'ici la fin du quinquennat parce que c'est la seule façon de rétablir la paix sociale dans notre pays et c'est la seule façon, par le travail, d'ouvrir un avenir à l'ensemble de nos compatriotes. Pour cela, vous avez besoin d'une chose simple, vous les entrepreneurs. Pas de changement de politique économique tous les 4 matins.
pas de revirement, pas de fluctuation. Vous avez besoin de visibilité et de stabilité dans notre politique économique. Je suis venu vous garantir ici de la visibilité et de la stabilité dans la politique économique que nous conduisons. Nous menons une politique de l'offre. Eh bien, nous continuerons à mener, d'ici la fin du quinquennat, une politique de l'offre qui est la condition du rétablissement économique français. Je vois bien aujourd'hui les incitations à ouvrir tout grand les vannes de la dépense publique. Mais si la dépense publique était la solution aux difficultés économiques françaises, comme nous sommes le pays qui dépense le plus d'argent public de tous les pays développés de la planète, nous n'aurions plus de difficultés économiques. Plus de dépenses publiques, ce n'est pas la solution aux difficultés structurelles de l'économie française. Pour que cette politique de l'offre prenne toute son efficacité, nous devons faire mieux sur un certain nombre de points stratégiques. Et je voudrais profiter de ces universités d'été du MEDEF pour que nous nous mettions bien d'accord sur les points stratégiques sur lesquels il nous reste du chemin à parcourir pour être cette grande économie du XXIe siècle que nous voulons être. Je pense d'abord, en priorité absolue, que nous devons faire mieux sur l'innovation. En matière d'innovation, la France est au milieu des nations mondiales. Eh bien, le milieu et la médiocrité, je n'ai jamais considéré que c'était la vocation de la France. Nous devons être la grande nation d'innovation en Europe au XXIe siècle. La France doit être la grande puissance d'innovation européenne au XXIe siècle, parce que l'enjeu derrière, ce n'est pas simplement notre prospérité, ce n'est pas simplement les emplois, ce n'est pas simplement notre industrie. L'enjeu, c'est notre souveraineté et notre indépendance nationale, car il n'y aura pas d'indépendance nationale si demain, quand nous circulons sur les routes, le système de guidage est américain et les batteries sont chinoises ou sud-coréennes. Nous devons être indépendants, nous devons être souverains et nous devons être lucides face à la révolution technologique qui bouleverse l'ordre des puissances de la planète. Cette révolution technologique, elle fait des vainqueurs et puis elle fait des vaincus. Il y a ceux qui investissent, il y a ceux qui demain maîtriseront l'intelligence artificielle. Il y a les nations qui auront les nanotechnologies, les voitures autonomes. Il y a les nations qui feront des découvertes spatiales. Il y a les nations qui maîtriseront les nouvelles biotechnologies. Ces nations-là feront partie du camp des vainqueurs. Et puis il y a les nations qui ont renoncé à l'innovation, qui ont renoncé à la souveraineté technologique, et ces nations-là feront partie du camp des vaincus. Nous voulons une chose simple, que la France soit dans le camp des vainqueurs au XXIe siècle. Nous avons donc décidé de sanctuariser le crédit impôt recherche, qui est un outil extraordinairement efficace. Alors j'ai entendu, là aussi, les propositions des uns et des autres qui me disaient « mais il faut rogner, il faut tailler dedans, il faut ne plus considérer les groupes, mais considérer uniquement les filiales. Vous pouvez récupérer 200, 300, 400 millions d'euros. » Eh bien, nous ne récupérerons pas 400 millions d'euros sur le crédit impôt recherche parce que je préfère récupérer de l'innovation et de l'emploi en sanctuarisant, comme l'a dit le Premier ministre, le crédit impôt recherche. Pour innover, nous avons aussi décidé de clarifier le rôle de l'État dans l'économie française. Alors ça suscite, là aussi, des débats qui sont parfaitement légitimes. Mais moi, je crois un État qui investit dans l'avenir des Français. Je crois un État qui investit dans les nouvelles technologies. Et ce sont les mêmes qui reprochent aux entreprises de percevoir trop de dividendes, qui voudraient que l'État continue à se comporter en rentier et à bénéficier des dividendes des entreprises publiques. Eh bien, moi, je crois qu'il faut avoir le courage de céder un certain nombre de participations dans des actifs qui ne sont pas stratégiques, dans des actifs qui sont commerciaux, pour récupérer ce capital qui est celui des Français et l'investir non pas dans un comportement de rentier, mais dans l'innovation et dans les nouvelles technologies. C'est tout le sens du Fonds pour l'innovation de rupture que nous avons créé avec le Président de la République. Je vois bien les débats que suscitent les privatisations. Ces débats, ils sont légitimes. Et je vais vous dire, je les accueille avec la plus grande sérénité. Mais il doit se faire sur la base de faits, pas sur la base de craintes infondées. Il doit se faire au bénéfice de notre puissance économique et des Français.
Nous avons donc engagé la privatisation de la Française des Jeux, et cette privatisation de la Française des Jeux sera effective dans les prochains mois. Les épargnants français pourront participer à cette privatisation, car la Française des Jeux est le bien commun des Français, et après cette privatisation, elle restera le bien commun des Français. L'État doit employer tous ses moyens à investir dans les technologies qui feront la croissance et notre souveraineté de demain. Il doit mettre à disposition des entreprises les outils de financement de l'innovation dont vous avez besoin. Car au-delà de la redéfinition de la place de l'État, au-delà de l'outil fiscal qu'est le crédit impôt recherche, il y a une troisième difficulté sur la politique d'innovation française. Vous ne trouvez pas, vous les PME ou les ETI, les fonds dont vous avez besoin pour vous développer massivement, augmenter votre capital et avoir plus d'innovation et de nouvelles technologies. Quand je vois une grande PME qui fait des enceintes acoustiques de très grande qualité, que je ne citerai pas, mais vous la reconnaissez tous, qui me dit « je cherche un ticket de 200 millions d'euros et je suis obligé d'aller le chercher dans un fonds d'investissement américain parce que je n'arrive pas à trouver ce ticket de 200 millions d'euros en France ou en Europe », je me dis qu'il est temps de mettre à disposition de la France les moyens de financement nécessaires pour accélérer nos technologies et notre innovation. Nous tirerons toutes les conclusions du rapport Tibi qui m'a été remis il y a quelques semaines pour mettre à disposition de toutes les PME et ETI françaises les moyens de financement dont elles ont besoin pour l'innovation et pour les technologies. Et avec mon ami Peter Altmaier, nous mettrons en place l'union des marchés de capitaux en Europe pour que vous ayez la profondeur d'investissement nécessaire et la profondeur de financement nécessaire pour financer le développement de votre entreprise. Pensez grand, pensez neuf, pensée moderne, c'est comme ça que nous réussirons au XXIe siècle. Vous aussi, comme entrepreneur, vous avez une responsabilité considérable dans cette politique de l'innovation et je souhaite qu'ensemble, cher Geoffroy Roux de Bézieux, nous accélérions la numérisation de notre industrie, la digitalisation de nos PME. Je souhaite que nous rattrapions notre retard en matière de robotisation et que vous vous saisissiez de ce suramortissement pour la robotisation de 2 ans qui doit permettre à nos PME de rattraper leur retard dans ce domaine. Le deuxième défi stratégique, après celui de l'innovation, sur lequel je souhaiterais que nous nous mettions d'accord pour que notre plan d'action soit coordonné et que nous avancions tous ensemble, entrepreneurs et État, dans la même direction, c'est la compétitivité coût. Je sais là aussi qu'il est d'usage de considérer que sur la compétitivité coût, tout est réglé. Eh bien, je ne crois pas que tout soit réglé sur la compétitivité coût de nos entreprises. Je pense que nous avons fait beaucoup. Nous avons transformé le CICE en allègement de charges. Nous avons dépensé 20 milliards d'euros pour faire cette transformation-là. C'est une avancée majeure. Je vois bien aujourd'hui, là aussi, qu'un débat est en train de naître sur est-ce que ces allègements de charges sont vraiment efficaces? Est-ce qu'il ne faudrait pas, là aussi, comme le crédit impôt recherche, les rogner un peu à la marge pour récupérer quelques centaines de millions d'euros? Est-ce qu'il ne faudrait pas abaisser les allègements de charges au-delà de 1,6 SMIC? Je vais vous dire le fond de ma conviction, je n'en crois pas un mot. Je pense qu'il ne faut pas revenir sur ces allègements de charges, quel que soit leur niveau, pour maintenir la compétitivité coût du travail français. Nous maintiendrons donc l'intégralité des allègements de charges, quel que soit le niveau de salaire, sur la durée du quinquennat, pour vous garantir stabilité, constance et visibilité sur le coût du travail. Nous avons aussi engagé la baisse de l'impôt sur les sociétés. En 2022, quelle que soit la taille de l'entreprise, l'impôt sur les sociétés en France aura été ramené de 33,3 à 25 %. Il restera malgré tout sur la compétitivité coût un chantier important. Je vous en ai déjà parlé, mais je suis en général assez tenace. C'est celui des impôts de production. Accordons-nous sur le constat, et Peter Altmaier ne me contredira pas. Les impôts de production en France, surtout en comparaison de l'Allemagne, sont trop élevés. Ils nous désavantagent par rapport à nos concurrents. Ils représentent 0,5 % de la valeur ajoutée en Allemagne, ils représentent 3,6 % de la valeur ajoutée en France. Alors nous avons commencé à les baisser. Nous avons supprimé le forfait social, nous avons allégé le prélèvement
sur les plus petites entreprises, pour le secteur du logement. Nous allons poursuivre dès l'année prochaine en restituant aux entreprises la baisse de la taxe affectée des chambres de commerce et d'industrie. Mais je propose que vous, entrepreneurs, et nous, État, dans le cadre du pacte productif, nous nous saisissions de cette question stratégique des impôts de production qui pèsent inutilement sur les entreprises françaises. Nous devons faire mieux enfin. Nous devons faire mieux enfin, après l'innovation, après la compétitivité coût, sur notre politique industrielle que le Président de la République et le Premier ministre ont voulu mettre au cœur de notre stratégie économique. Je voudrais rappeler une triste réalité. En 20 ans, la part de l'industrie dans la richesse nationale française est passée de 15 à 10%. Elle est restée à 20% en Allemagne. C'est une défaite collective et c'est une trahison de notre culture industrielle nationale. C'est une trahison des territoires, c'est une trahison des ouvriers et des familles d'ouvriers qui se sont battus pour notre industrie nationale. Tous ceux qui ont refusé de moderniser l'offre française, qui ont refusé de dégager les moyens nécessaires pour investir dans l'innovation, qui se sont catégoriquement opposés à la cession d'actifs pour investir dans les nouvelles technologies qui pourtant font le succès de l'industrie du XXIe siècle, tous ceux qui ont refusé de baisser les impôts de production, tous ceux qui nous ont expliqué qu'il ne fallait surtout pas toucher à la fiscalité du capital, sont comptables de cette trahison, quelles que soient les belles paroles qu'ils aient eues pour l'industrie nationale française. La France est une grande nation industrielle. C'est une partie de notre puissance et c'est une partie de notre culture. Et elle doit le rester. L'industrie, ce n'est pas Zola. L'industrie, c'est des technologies modernes. L'industrie, c'est l'imprimante 3D. L'industrie, c'est la fabrication sur mesure de pièces pour l'aéronautique ou l'industrie automobile. L'industrie, c'est la condition de la santé de millions de Français. L'industrie, c'est l'équipement des territoires, c'est des emplois, c'est la vitalité de nos villes moyennes. Il faut réhabiliter l'industrie aux yeux des plus jeunes. Il faut réhabiliter la culture de l'innovation industrielle aux yeux des nouvelles générations. Et je veux saluer ici le grand succès populaire de la BPI et de son French Fab Tour. Près de 500 000 Français ont pu découvrir l'avenir de notre industrie et des milliers de jeunes ont pu voir enfin que notre industrie recrutait pour répondre aux défis technologiques et environnementaux. Au-delà de la politique de l'offre, de la baisse des coûts de production, de la baisse des impôts de production dont je vous ai parlé, il faut que nous nous entendions sur la vision à long terme de cette industrie. C'est le but du pacte productif 2025 que m'a chargé de coordonner le Président de la République. Et je vous demande, vous, entrepreneurs, patrons de PME ou dirigeants de très grandes entreprises, de participer pleinement à la consultation que j'ai ouverte sur ce pacte productif. Posez-vous les questions que se posent les Français et apportez-nous vos réponses. Quel type de filière faut-il développer? Quels types de technologies sont nécessaires? Comment produire? Comment se déplacer? Dans quel secteur investir en priorité? Comment mieux coordonner recherche publique et industrie? Comment surtout concilier développement économique et respect de notre environnement? Car ce pacte productif, je vous le dis, sera un pacte environnemental. Il devra respecter cet équilibre entre croissance et respect de l'environnement pour une raison simple. La destruction de la planète ne peut pas être le prix de la croissance des nations, ni en France, ni en Europe, ni nulle part ailleurs dans le monde. Cette politique économique à laquelle, vous le voyez, dans ce temps 2 du quinquennat, je veux donner une nouvelle impulsion, plus de visibilité et une vraie vision de long terme. Elle doit tenir compte aussi de notre environnement économique. Or, cet environnement économique, vous le connaissez mieux que personne, vous y êtes confrontés tous les jours, il a radicalement changé, il est compétitif et brutal. Et je peux vous dire, pour avoir participé aux discussions du G7, aussi réussi qu'a été ce G7, qui est un grand succès pour la France, que les discussions montrent que la compétition entre les nations reste une compétition brutale.
Les relations économiques se sont durcies au cours des derniers mois, cela n'a échappé à personne, notamment entre la Chine et les États-Unis, qui sont en permanence au bord d'une guerre commerciale qui ne fera que des perdants. Nous pouvons être confrontés, nous venons d'en parler tout à l'heure, dans les semaines qui viennent, à un Brexit sans accord, auquel vous devez vous préparer et auquel nous sommes disposés à vos côtés, à vous aider pour vous préparer à cette éventualité. Quant à la crise politique qui secoue actuellement la troisième économie de la zone euro, elle fragilise notre continent. Toutes ces incertitudes doivent nous amener à repenser librement nos grands choix économiques et à mettre à bas un certain nombre de dogmes du XXe siècle qui sont dépassés au XXIe siècle. Le dogme de la concurrence. Je crois bien entendu aux règles de la concurrence. Je pense qu'il est indispensable d'avoir entre les grandes nations, en particulier européennes, des règles de concurrence. Mais quand je vois que la Commission européenne a refusé la fusion entre Alstom et Siemens au motif que le géant ferroviaire chinois CRRC ne viendrait jamais en Europe, alors que CRRC a emporté des marchés avec l'opérateur tchèque Leo Express en décembre 2016, a signé avec les chemins de fer autrichiens en avril 2017, avec la Deutsche Bahn en juin 2018, et vient de faire une offre sur le groupe allemand de locomotives Vossloh, je pose une question: de qui s'est moquée la Commission européenne en refusant la fusion entre Siemens et Alstom? Il est essentiel que la nouvelle Commission européenne, qui sera dirigée, cher Peter Altmaier, par une amie, par une femme de grand talent, Ursula von der Leyen, tienne compte de cette nouvelle réalité économique mondiale. Et nous avons fait des propositions avec Peter Altmaier pour moderniser la politique de concurrence européenne. Je te propose, cher Peter Altmaier, que nous réécrivions à la prochaine commissaire européenne en charge de la concurrence pour lui rappeler nos propositions et lui demander de les mettre en œuvre. Le deuxième dogme, c'est celui du libre-échange. Je crois aussi au libre-échange. Et je suis convaincu, comme je le disais, que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ne font au bout du compte que des perdants et pénalisent la croissance mondiale. Mais le libre-échange, ce n'est pas le laisser faire, ce n'est pas le laisser aller. Le libre-échange, ce n'est pas « ouvrez tout grand vos marchés à nos produits et puis nous fermons les nôtres ». Le libre-échange, ce n'est pas « donnez-nous vos produits et la propriété intellectuelle qui va avec et puis on va les copier et puis vous débrouillerez ensuite sans votre propriété intellectuelle ». Le libre-échange, ça ne peut pas être le pillage des technologies sur lesquelles nous avons investi des moyens humains et des moyens financiers considérables depuis des années. Le libre-échange, c'est des règles et c'est la réciprocité entre les nations. De ce point de vue, quand le président de la République dit au président brésilien qu'il bloquera la signature de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur parce que le Brésil ne respecte aucun de ses engagements au titre de l'accord de Paris et refuse de lutter contre le réchauffement climatique, je pense que le président de la République a raison de rappeler que le libre-échange suppose le respect de ses engagements internationaux. Le troisième dogme, ce fameux dogme du XXIe siècle qu'il faut modifier et qui nous a fait tant de tort au cours des dernières décennies, c'est le dogme sur les aides publiques. On a cessé de nous expliquer depuis des années qu'il ne fallait surtout pas apporter d'aide publique au développement des nouvelles technologies. C'était une aide d'État. Et la pire de toutes les transgressions pour l'Union européenne, c'était l'aide d'État. Moi, je vais vous dire, je trouve ça très bien, les aides d'État. Quand elles aident au développement technologique, quand elles aident au financement d'investissements qui ne sont pas rentables pour une entreprise privée, ces aides d'État sont nécessaires. Parce que nous, en Europe, tandis que nous interdisions toute aide d'État, toute aide publique sur toute nouvelle technologie, dans le même temps, les États-Unis apportaient une aide publique massive au financement des lanceurs renouvelables, moyennant quoi il y a des lanceurs renouvelables aux États-Unis et il n'y en a pas ni en France, ni en Allemagne, ni en Europe. Au même moment où l'Europe refusait catégoriquement des nouvelles aides d'État
sur le domaine spatial, eh bien la Chine développait son propre programme spatial et enregistrait des réussites considérables grâce à ses aides d'État. Les lanceurs récupérables se trouvent aux États-Unis, les nouveaux succès spatiaux sont en Chine et l'Europe, elle prend du retard. Eh bien, de ce point de vue, je me réjouis qu'il y ait eu une prise de conscience enfin en Europe. Mieux vaut une prise de conscience tardive que pas de prise de conscience du tout. Désormais, nous pouvons apporter des aides publiques pour le développement de nouveaux projets technologiques qui sont d'intérêt commun. Eh bien, avec l'Allemagne, avec mon ami Peter Altmaier, nous sommes totalement décidés à utiliser à plein cette nouvelle faculté européenne. Nous allons dépenser près de 2 milliards d'euros d'argent public sur le financement des batteries électriques européennes. Et enfin demain, au lieu d'avoir des batteries chinoises ou sud-coréennes dans vos véhicules électriques, vous aurez, grâce à Peter Altmaier et grâce au gouvernement français, des batteries réalisées en France, en Allemagne ou en Europe. Je propose, cher Peter, sur cette lancée majeure, je propose, cher Peter, comme tu le disais très bien ce matin dans une interview, que nous nous mettions tout de suite au travail, tous les deux, pour dans les prochains mois, faire la même chose sur l'intelligence artificielle. Mettons de l'argent public français, allemand et autres Européens sur l'intelligence artificielle pour construire la même ambition que celle que nous avons construite sur les batteries électriques. Je ne sais pas pourquoi l'Europe se pense petite alors qu'elle est grande. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'Europe se croit faible alors qu'elle est forte. Je n'arrive pas à concevoir que l'Europe puisse se considérer comme une seule puissance économique alors qu'elle est aussi une puissance politique et qu'on ne peut pas séparer l'économie de la politique, ça ne fait qu'un. Nous sommes 450 millions de consommateurs, nous sommes le marché le plus riche de la planète, nous sommes le continent le plus attractif du monde, eh bien profitons-en pour mieux défendre nos intérêts et nos valeurs. La nouvelle réalité économique, ce n'est pas simplement la réalité des relations entre les nations dont je viens de vous parler. C'est aussi une donne économique qui laisse beaucoup de gens totalement désemparés. Une inflation basse, une croissance mondiale ralentie et un niveau des taux d'intérêt historiquement bas et même négatif. Et je vois beaucoup d'observateurs, hélas beaucoup de décideurs aussi, regarder cette nouvelle donne économique comme la poule, le couteau. Eh bien, je considère que rien ne serait pire que de rester béat et inactif face à cette nouvelle donne économique. Nous devons apporter de nouvelles réponses fortes et nouvelles à cette réalité économique en partant de réalités simples. La première réalité, c'est que la politique monétaire ne dispose plus que de marges de manœuvre très restreintes. Elle a été largement utilisée, elle a été bien utilisée, et je veux rendre hommage à la fois à Mario Draghi et au président de la Fed pour les décisions qu'ils ont prises encore récemment. Ils ont fourni à l'économie mondiale les liquidités nécessaires. Mais cet instrument monétaire, en raison des taux bas, touche désormais les limites de son efficacité. Et les taux bas, soyons clairs, ne seront pas la baguette magique qui va rétablir une croissance forte en Europe. Ils ont bien sûr des avantages. Ils ont des avantages pour le ministre des Finances, qui du coup voit s'alléger la charge du remboursement de la dette, 2 milliards en moins. Ça ne veut pas dire, cher Geoffroy Roux de Bézieux, que je ne crois pas à la nécessité absolue de lutter contre l'endettement de notre pays et de baisser la dette publique. Je constate juste que nous avons des recettes supplémentaires grâce à ces taux bas. Mais je le redis, j'ai toujours considéré que la dette était un poison, et ce n'est pas parce que c'est un poison lent désormais grâce aux taux bas ou négatifs que ça ne reste pas un poison de long terme. C'est utile pour les finances publiques, c'est utile pour les particuliers qui peuvent investir. Je dis bien ceux qui peuvent investir, car ce n'est pas le cas de tous. Et c'est utile pour des entreprises qui peuvent se développer à moindre coût. Mais ces taux bas, ils ont aussi des inconvénients majeurs. Ils font d'abord perdre à notre industrie financière, à nos banques, une grande part de leur rentabilité. Alors je sais bien que beaucoup de gens ne portent pas les banques dans leur cœur, je veux juste rappeler que c'est 800 000 emplois dans notre pays et que l'affaiblissement du secteur bancaire et de sa rentabilité n'est dans l'intérêt de personne.
Ces taux bas réduisent la rémunération des placements des épargnants et peuvent pénaliser à terme les ménages les plus modestes. Et enfin, ils font courir un risque de surendettement des entreprises. Les taux bas ne peuvent donc pas faire office de politique économique. Ils ne doivent pas être notre boussole. Ils doivent au contraire nous amener à faire des propositions nouvelles de politique économique, en particulier pour la zone euro, qui ne peut pas se satisfaire de la croissance faible. J'ai fait à de multiples reprises des propositions pour la relance de la croissance dans la zone euro. J'ai proposé un pacte de croissance que Peter Altmaier connaît bien. Pour l'instant, j'ai plutôt trouvé porte fermée à Berlin. Mais je ne désespère pas d'entrouvrir la porte de Berlin sur ce pacte de croissance parce que c'est un pacte responsable qui repose sur le rétablissement des finances publiques dans les États qui doivent rétablir leurs finances publiques, sur des réformes en profondeur dans les États qui doivent améliorer leur productivité et leur compétitivité. C'est ce que nous faisons en France. Mais il repose aussi sur un troisième pilier, plus d'investissements publics dans les nouvelles technologies, dans l'innovation, de la part des États qui ont les capacités budgétaires nécessaires. Je sais, cher Peter, que l'Allemagne a commencé à investir davantage. Je suis convaincu qu'elle peut investir encore plus. Enfin, pour terminer ce propos, et puisque vous avez décidé de mettre le futur du capitalisme au cœur de votre débat, je voudrais vous redire à quel point je partage votre ambition de construire ensemble ce nouveau capitalisme. Les Français veulent du sens dans leur travail. Et quand vous discutez avec vos enfants, avec des jeunes de 20, 22 ans qui veulent prendre un travail, la première chose qu'ils vont demander à leur entreprise, c'est le sens de leur activité. De ce point de vue, je souhaite que vous vous saisissiez de la loi Pacte qui a modifié le Code civil et qui vous offre la possibilité de vous doter d'une raison d'être. Je note d'ailleurs, cher Geoffroy Roux de Bézieux, que le MEDEF américain a changé la semaine dernière de doctrine économique sur ce sujet, que désormais ce sont les grands patrons américains qui estiment que les entreprises ne doivent plus simplement rechercher la rentabilité pour les actionnaires, mais aussi pour leurs salariés, pour leurs clients, pour leurs fournisseurs, pour les territoires. Je n'ai aucune envie que la France reçoive des leçons de capitalisme responsable de la part des États-Unis. Soyons devant, pas derrière. Les Français, dans ce nouveau capitalisme, veulent plus de justice, plus d'équité. Saisissez-vous, là encore, de la suppression du forfait social sur l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés, développez massivement l'intéressement, en particulier dans les TPE et les PME, parce que c'est une question de justice et de reconnaissance de la valeur du travail. La justice, c'est renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes, et nous porterons, après le texte de Muriel Pénicaud, un nouveau texte avec Muriel Pénicaud et Marlène Schiappa sur l'affirmation haut et fort de cette égalité entre les femmes et les hommes sur lesquels il reste tant à faire. Enfin, ce nouveau capitalisme, fondé sur la justice, l'équité, la préservation des ressources de notre planète, il doit aussi reposer sur la justice fiscale. Et je terminerai en vous disant un mot sur le G7 et sur l'accord que nous avons conclu avec nos alliés américains sur la question de la taxation du digital. Je voudrais éviter un malentendu. Il n'a jamais été dans l'intention de la France de taxer des grandes multinationales américaines. Simplement, nous avons constaté qu'il y avait un trou fiscal dans le système fiscal du XXIe siècle et qu'il était indispensable d'y apporter une réponse. Ce trou fiscal, c'est celui d'entreprises qui n'ont quasiment pas de présence physique dans un territoire, mais des millions de clients sur ce même territoire et qui peuvent faire un chiffre d'affaires considérable grâce à ces millions de clients et payer des impôts dérisoires. Eh bien, nous n'avons pas voulu laisser faire cela et je pense que nous avons raison. Nous ne pouvons pas accepter qu'une grande multinationale fasse 8-10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, ait 40-45 millions de clients en France et en même temps très peu de salariés et au bout du compte ne paye que 10, 15 ou 20 millions d'euros d'impôts sur les sociétés. Nous ne l'acceptons pas et notre stratégie offensive a été la bonne. Nous avons porté ce projet depuis 2 ans, la taxation des géants du numérique. Nous avons voulu le faire en Europe
avec le soutien de l'Allemagne, 4 États s'y sont opposés. Eh bien, puisque certains ne le voulaient pas, nous l'avons décidé au niveau national, et c'est cette décision nationale qui nous a permis d'obtenir l'accélération des travaux au niveau international. Je souhaite que dès le début de l'année 2020, nous parvenions à un accord international sur la fiscalité du digital qui remplacera notre taxe nationale et aura vocation à être appliquée par tous les États de l'OCDE. Pour conclure, je voudrais partager avec vous 3 convictions simples. La première, elle est au cœur, cher Geoffroy Roux de Bézieux, de vos universités aujourd'hui. Le capitalisme doit changer. Il doit respecter nos ressources naturelles, conjuguer la compétitivité et la lutte contre le réchauffement climatique, affirmer haut et fort son souci de justice et d'équité. Le temps où un chef d'entreprise pouvait gagner 250, 300 ou 350 fois plus que son salarié le moins bien payé est un temps révolu. Le capitalisme doit tenir compte des attentes de la société, donner du sens à son activité et considérer que le profit est nécessaire mais insuffisant. Ma deuxième conviction, c'est que nous ne pouvons rien sans vous. Il n'y a pas d'un côté l'État, le gouvernement, le président de la République, les ministres qui décident, et de l'autre les Français qui appliquent le doigt sur la couture du pantalon. Ça n'existe plus, si tant est que ça ait jamais existé un jour dans ce pays révolutionnaire qu'est la France. Soit nous avançons ensemble, soit nous faisons du surplace. Je préfère que nous avancions ensemble plutôt que nous fassions du surplace. Ma troisième et dernière conviction, c'est tout simplement que la France a tout pour réussir au XXIe siècle. Elle est probablement, de tous les pays européens, l'un des pays qui a le plus d'atouts pour réussir au XXIe siècle. Parce qu'elle a des territoires dynamiques, parce qu'elle a des entrepreneurs comme vous qui ont le sens de l'intérêt général, parce que nous sommes lucides sur la réalité du monde contemporain, et parce que nous avons cette qualité très française de l'imagination, de l'ingéniosité, qui correspond parfaitement à ce XXIe siècle qui est en train de venir. Alors rassemblons-nous, travaillons ensemble à la mise en place de ce nouveau capitalisme, travaillons main dans la main pour faire réussir économiquement la France, et je vous promets de revenir l'année prochaine avec de meilleurs résultats. Monsieur Bruno Le Maire, qui est maintenant un habitué de notre rendez-vous de rentrée. Merci à vous. Je vous demande d'applaudir Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Merci infiniment de partager avec nous vos convictions et vos ambitions. Et vous allez rester avec moi pour accueillir votre homologue ministre allemand de l'Économie et de l'Énergie, Monsieur Peter Altmaier, qui nous rejoint. Merci. Oui, bonjour, Monsieur le Président du MEDEF. Bonjour, Monsieur le Ministre Bruno Le Maire, mon ami personnel et mon homologue. Chers Mesdames et Messieurs, chers entrepreneurs, chers amis. Il y a quelques semaines que Bruno a été l'invité d'honneur de la Fédération des industries allemandes lors d'un congrès très grand avec pas 3000, mais 1500 participants. Et je peux vous dire, du fond de mon cœur, et c'est vrai d'ailleurs, Bruno, après le président de la République, évidemment, il est l'homme politique le plus populaire en Allemagne. Et il y a une explication très simple pour cela. Cher Bruno, tu nous comprends et nous te comprenons. Et c'est ton esprit, c'est ta philosophie, mais c'est notamment le fait que tu parles notre langue. Tu es professeur d'allemand. Tu parles l'allemand comme ta langue maternelle. Moi, par contre, je n'ai jamais étudié le français. Moi, je confonds toujours les sexes. Moi,
mon accent allemand pèse lourd sur votre langue merveilleuse, mais, chers amis, j'ai toujours essayé de compenser ça par une passion inégalée pour la cuisine française, pour les vins et pour les fromages français. Et grâce à cela, aujourd'hui, après 7 ans au gouvernement, je suis très probablement pas le ministre le plus important, mais en tout état de cause, le ministre le plus imposant de les tous au sein du gouvernement. Et je reste partisan de la coopération et de l'amitié franco-allemande. C'est une chose qui a une importance économique, une importance pour vous tous, pour nous tous évidemment. Mais c'est quelque chose de politique. Quand on regarde les 2 derniers siècles, quand on regarde les guerres qui ont gaspillé, qui ont détruit tant de vies, le bien-être et la qualité de vie de nos citoyens. Et quand on compare ça à l'amitié, à la coopération franco-allemande depuis plus de 60 ans, les dernières 60 ans ont été la période la plus heureuse dans la vie de nos peuples. Et il faut tout faire pour la préserver et pour la améliorer encore si possible. Et je le dis parce que en Allemagne, comme ailleurs en Europe, nous avons une tendance de critiquer toujours le processus de l'intégration européenne, de poser l'intérêt national contre l'intérêt européen. Mesdames et messieurs, ceux qui le font, chez nous, chez vous et ailleurs, sont des gens qui mettent en cause l'intérêt national français, l'allemand de nous tous, qui mettent en cause notre succès économique, politique et social. Et ça, il faut le dire, il faut lutter contre, parce que c'est le modèle européen que nous avons créé pendant les dernières 70 ans. Mesdames et messieurs, pour défendre le modèle européen, il faut renforcer son fondement économique. Et c'est grâce à vous, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, que nous avons réussi dans les dernières années une croissance économique dans nos pays impressionnante. En Allemagne, nous avons vu pendant presque 10 ans, une croissance économique ininterrompue. Nous avons vu un chômage qui a été réduit à la moitié. Nous avons vu un chômage des jeunes qui est le plus bas en Europe. Aujourd'hui, la croissance économique en France est plus élevée que la croissance en Allemagne, parce que nous sommes peut-être encore plus intégrés dans les exportations au plan mondial avec les voitures et d'autres produits industriels. Et c'est normal, Nous avons un intérêt commun, un intérêt respectif de voir fleurir nos économies. Et cher Bruno, notre coopération, c'était jamais de donner des leçons l'un à l'autre. Notre coopération, c'était toujours d'apprendre de l'autre, d'apprendre ce qui a marché dans nos pays. Et je suis très impressionné par le programme ambitieux que tu avais présenté il y a 2 ans. Et je suis très impressionné et je voudrais vous tous féliciter des réformes qui ont été mises en œuvre et des résultats qui sont visibles. Nous avons intérêt à une France florissante, à une France forte, à une France
qui peut nous aider à renforcer l'Europe. Et en Allemagne, nous sommes dans une situation où nous avons vu cette croissance impressionnante. Mais en même temps, nous avons la tâche, le devoir de faire plus pour nos entrepreneurs. En Allemagne, il y a une bureaucratie qui est devenue de plus en plus lourde. Nous avons une situation où les entrepreneurs sont mécontents de cela. Et quand je dis, écoutez, mais en France, c'est encore pire. Et la réponse est toujours oui, peut-être c'est encore pire en France. Mais ils trouvent toujours une solution pragmatique où les Allemands insistent aux règles juridiques du jeu. Donc, il faut apprendre les uns des autres. Et mesdames et messieurs, si nous voulons vous aider, si nous voulons vous soutenir dans vos activités si importantes, il faut défendre le modèle économique européen, les marchés globaux. Il faut défendre le multilatéralisme, comme le fait le président Macron tout le temps, comme le fait la chancelière Angela Merkel tout le temps. Nous sommes contre le protectionnisme, mais nous insistons à des règles égales, à des règles faires pour tout le monde au plan mondial. On ne peut pas accepter si des pays, soit aux États-Unis avec les douanes, soit en Chine, soit ailleurs dans le monde, posent des règles de protection qui nous empêchent de développer nos capacités dans le commerce international. Et c'est notre devoir de vous protéger, pas par le protectionnisme, mais par notre lutte contre les pratiques unfaires ailleurs dans le monde. Et mesdames et messieurs, le rôle de l'Europe dans cela est très important. Et évidemment, nous avons, après la décision Siemens-Alstom, Bruno et moi, nous avons entamé une initiative pour la réforme des règles de concurrence. Et nous avons convaincu nos collègues en Pologne, nous avons convaincu d'autres homologues ailleurs dans l'Union européenne, parce que ce que nous voulons, c'est tout simplement créer un level playing field. Créer un level playing field. La grande compagnie chinoise des chemins de fer est en mesure, grâce à l'aide d'État, de vendre chaque année 11 fois le nombre de trains que notre compagnie Siemens. Et c'est quelque chose qui pose des problèmes. Et là, il faut y réfléchir. Et il faut tout faire, plus faire pour l'innovation. Il faut plus faire pour les innovations technologiques, la numérique, l'intelligence artificielle que tu as mentionné. Nous avons nos côtés forts depuis toujours, mais il y a des nouvelles inventions, développements qui ont un peu dépassé quelques branches d'industrie en Europe. L'Internet ne va jamais disparaître. L'intelligence artificielle va plus disparaître. Ça va changer tout. Et moi, je suis optimiste du fond de mon cœur que le nombre des emplois qui seront créés par les innovations est beaucoup plus élevé que le nombre des emplois que nous avons aujourd'hui. Mais il n'y a pas de l'automatisme que les nouveaux emplois seront créés ou les anciens emplois vont disparaître. Donc, il faut une politique proactive. Il faut une stratégie industrielle. Et les moyennes et les petites entreprises et les industries, les grandes entreprises, ils ont intérêt commun à ce que l'État investit, à ce que l'État se préoccupe de la structure, de la, comment dit-on, Speicherung der Daten, rétention des données, je ne sais pas. Il s'agit donc des grands hyperscalers
qui sont tous créés aux États-Unis par Microsoft, par Amazon, par ce que Bruno appelle toujours les GAFA. Et vous tous, vous connaissez très bien le mot. Mais en Europe, nous avons intérêt de garder une grande partie de nos données en Europe. Nous avons intérêt de créer une infrastructure souveraine des données. Nous avons intérêt de créer des entreprises qui seront en mesure de développer et de mettre en œuvre la conduite autonome. Tout cela doit être fait par l'État. En Allemagne, c'est beaucoup plus difficile de convaincre les entrepreneurs qu'en France, parce que vous avez une tradition dans ce sens. Ce matin, dans la réunion du Conseil des ministres, j'ai dit à la chancelière que je suis invité cet après-midi à Paris, à MEDEF, pour faire un bref discours. Il disait, mais écoute, qu'est-ce que tu fais? Tu as tant de choses à faire ici. Et je disais, non, j'ai présenté ma stratégie industrielle il y a quelques mois. Et c'était en France où j'ai reçu le plus d'applaudissements par le MEDEF et par d'autres. Donc, je me sens chez moi, ici avec vous. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous sommes résolus en Allemagne d'améliorer les conditions de croissance. Nous sommes résolus de réduire le chômage encore. Nous avons un taux de chômage aujourd'hui qui est à 4% et même moins. Et nous avons l'intérêt d'atteindre un taux de chômage en dessus de 3%. Et je suis convaincu que la France va faire la même chose. Je suis convaincu que la France, c'est un pays jeune en ce qui concerne l'économie. La France, c'est un pays dynamique en ce qui concerne l'économie. Vous avez réussi de vendre le château Pétrus à un prix incroyable en Chine et ailleurs dans le monde. Nous allons jamais produire les cellules batteries les plus bon marché. Nous allons jamais produire des produits industriels les plus bon marché. Mais nous pouvons produire les meilleurs produits dans le monde. Et ça doit être notre ambition commune. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis impressionné par la discipline, par l'intérêt, par le nombre impressionnant des invités d'honneur de partout en Europe. Nous avons des défis devant nous. Nous avons le Brexit. Et j'ai écouté le ministre Barclay. Et ce n'est pas sa décision personnelle. Mais je regrette profondément le fait que nos amis anglais vont nous quitter. Mais il est notre devoir et notre défi de faire l'Union européenne encore plus forte et encore plus importante dans le monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté.